Ravie d'animer cet atelier. Donc moi c'est Amandine Pré-Lorenzo, je suis en charge du développement commercial du label Biopartenaire. On est donc ici pour discuter du vrac, puisqu'effectivement réduire les déchets et contribuer au défi du zéro déchet. De nombreuses entreprises de commerce équitable développent des offres vrac, et parfois au détriment de leur notoriété ou de la valorisation des qualités sociales et environnementales de leurs produits. Donc l'idée là, c'est comment sortir le vrac de l'anonymat et développer conjointement le vrac et le commerce équitable. Pour répondre à cette question, l'idée de cet atelier, c'est qu'on voit ça en 3 temps. La première, c'est la présentation de différentes initiatives pour sortir de l'anonymat quand il s'agit de vrac. Réfléchir à des leviers et à des propositions dans la continuité de ce qui a été fait ce matin par les différents intervenants pour proposer des démarches auprès des pouvoirs publics ou des instances privées pour avancer là-dessus. Et enfin, échanger ensemble avec la richesse des participants à l'atelier également. Donc on va commencer cet atelier avec Chloé Liard, qui travaille pour le réseau VRAC et Réemploi. Simplement pour présenter rapidement le réseau VRAC, puis Chloé évidemment complétera. Vous êtes une association de professionnels de la vente en vrac et réemploi des emballages. Vous agissez au développement de ce marché pour donner accès à une consommation durable et responsable. Et un des 3e axes de votre action, c'est d'accompagner plus de 1200 professionnels pour donner accès à une consommation durable et responsable. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup le marché d'abord et puis les différentes initiatives? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous et à toutes. On va essayer de faire au mieux sans la présentation. J'espère que ça va arriver en cours. Donc effectivement, nous on est une association loi 1901. On existe depuis 2016. On est ici d'une récente fusion en fait entre l'ancienne association qui s'appelait juste Réseau Vrac et l'autre association qui s'appelait Réseau Consigne. Donc pendant très longtemps, on a adressé juste le vrac. Moi, je suis issue du coup de l'ancienne association Réseau Vrac. Et aujourd'hui, voilà, on a aussi tous les enjeux du réemploi. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, on va surtout se focaliser sur l'aspect vrac. Donc voilà, on accompagne professionnels, fournisseurs, distributeurs, équipementiers, porteurs de projets, enfin voilà, tout ce qui peut constituer la filière de l'amont à l'aval. Et on a pour but du coup de permettre de développer et structurer ce nouveau marché à travers des actions de formation, du lobbying, des outils, des études, de la sensibilisation, etc. etc. Aujourd'hui, on a 31% des Français qui consomment vrac. On était à 40% en 2020. Donc voilà, vous voyez, on a perdu aussi des parts de marché liées à des changements d'habitude suite à la crise Covid, plus d'achats en ligne, envie de faire efficace, etc. Du coup, par rapport au marché, je pense que ça fait partie des grands indicateurs que je pouvais vous donner. Après, il reste des freins, bien évidemment. Les freins, c'est souvent le prix qui revient. Donc, en fait, le vrac n'est pas forcément plus cher que le préemballé, parce qu'en fait, on parle d'un mode de distribution. Et donc, après, souvent, en fait, le vrac a une image chère parce que principalement, ce sont des produits bio qui sont vendus historiquement. Et du coup, forcément, oui, ils sont plus chers que des produits conventionnels. Mais isoproduits, le vrac n'est pas forcément plus cher. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit être moins cher parce que en général, il y a quand même des coûts de manutention. On n'est pas sur les mêmes volumes de rentabilité que le préemballé, donc forcément, c'est pas forcément moins cher. Mais globalement, on peut s'y retrouver. C'est pas forcément plus cher. Ah! Ça y est. Super. On peut avancer un petit peu du coup les slides parce que là je les ai. Ouais, ça on en a parlé, la quantité on en a parlé. Non mais aucun souci. Ah oui, ça c'est très intéressant. Vous voyez, il y a 52% des Français qui disent que ils aimeraient plus de produits vrac et il y a uniquement 31% des Français qui achètent effectivement en vrac. Donc il y a quasiment 20% qui en fait ont de l'intérêt pour ce mode de distribution et qu'on peut aller chercher en trouvant les leviers d'attractivité suffisants. Après c'est principalement des produits d'épicerie qui souhaitent trouver, suivi de cosmétiques, détergents et produits pour animaux. Je pense qu'on peut avancer. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça, on parlait des freins. Donc, le prix revient, j'en parlais, donc 37%, on n'achète pas vrac parce qu'ils pensent que c'est plus cher. Après, on a l'hygiène. Oui, le vrac souffre d'une image, c'est pas hygiénique, tout le monde peut mettre sa main dans le bac à pelle. Là-dessus, voilà, nous, on fait beaucoup de formations, mais effectivement, c'est des idées reçues ou non, si le magasin n'est pas bien formé, mais globalement, il y a des règles très strictes à respecter, donc c'est pas n'importe quoi. Après, on a la praticité.
Le manque d'informations sur les produits, donc ça je pense que c'est des sujets qui vous tiennent aussi à cœur sur les aspects commerce équitable, on y reviendra. Et voilà, le manque d'offres, pas de vrac dans les magasins et les marques que j'achète ne sont pas disponibles. Et ça c'est intéressant puisque du coup, effectivement, potentiellement il y a énormément de consommateurs qui n'achètent pas vrac parce qu'ils se disent, en fait dans mon magasin il y a juste 3 noix de cajou et des muesli, je n'ai pas envie d'acheter juste ça en vrac. Mais par contre s'il y avait une offre un peu plus large, potentiellement ils passeraient le pas de faire leurs courses. Voilà, donc là c'est tous les freins auxquels nous on s'attelle à lever, à la fois en formant davantage les professionnels et aussi en essayant de sensibiliser le consommateur. Et voilà, on va faire un petit point sur la réglementation. Concernant la réglementation, je vous le disais, alors il y a plein de choses en termes de vrac et réemploi qui se passent. Là, on va focaliser sur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur 2 aspects. Il y a 2 lois qui ont été très importantes pour cette filière. C'est la loi AGEC en 2020 et la loi Climat et Résilience en 2021. La loi AGEC a notamment consacré la définition de la vente en vrac que je vous présentais au tout départ, et aussi la possibilité pour le consommateur d'être servi dans son propre contenant. Et ça, donc c'est maintenant, en fait, dans n'importe quel point de vente ou de restauration, le consommateur a le droit de se faire servir dans son propre contenant et le commerçant, le professionnel n'a pas à lui refuser. Donc ça, c'est quelque chose qui fait date et qui favorise la vente en vrac. Et après, la loi Climat et Résilience, donc c'était ça, ce qui est intéressant, et ce qui va permettre de continuer à pousser le marché, c'est qu'en fait d'ici à 2030, 20% de la surface de vente sur des commerces, des distributeurs de plus de 400 mètres carrés devra être consacrée à des produits présentés sans emballage. Donc voilà, ça c'est ce qui va, donc ça veut dire que tout le monde va devoir s'y mettre, distributeurs et du coup fournisseurs forcément, et ça continue à bien pousser le marché. Donc c'est intéressant. Et voilà, on avait discuté on peut avancer sur les slides, des mentions obligatoires. Donc dans le cadre du vrac, il y a en fait assez peu de mentions qui sont obligatoires, mais nous on conseille d'en mettre davantage. C'est ce que je vous ai mis là. Grosso modo, ça tient sur 2 slides, mais donc vous avez la dénomination du produit, la présence d'allergènes, l'origine du produit dans le cadre de si le produit est bio. Et après, sur la slide suivante, voilà, l'état physique du produit et le prix de vente. Tout le reste n'est pas obligatoire dans le cadre de la vente en vrac. Mais nous, notre association conseille fortement aux distributeurs de les afficher parce que ça va aussi aller rassurer le consommateur sur quel est ce produit, même ne serait-ce que pour sa bonne information. C'est des choses qui sont intéressantes et donc conseillées de mettre. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, et donc pour finir, je vous ai mis quelques exemples de différentes marques et initiatives de passage au vrac pour montrer que, alors, en toute honnêteté, tout le monde tâtonne encore. Hein. Personne n'a encore craqué le modèle qui permette de complètement exister en tant que marque tout en ayant la même relation au consommateur et la même visibilité. Mais cela dit, voilà, il y a plein de choses très intéressantes qui commencent à émerger. Et donc, du coup, dans le cadre de cet atelier, je voulais vous le partager. Voilà, bon, bien sûr, l'identité d'une marque, c'est pas exactement pareil que quand on parle d'un label, qui est quelque chose de beaucoup plus généraliste. Mais bon, toujours est-il que ça reste des initiatives intéressantes qui montrent que on peut faire exister un message, une identité, même dans le cadre de la vente en vrac. Alors, donc ça, je vous ai mis 2 marques assez connues qui ont fait un partenariat avec l'enseigne de distribution vrac Day by Day. Donc, vous avez Michel et Augustin d'un côté et les pâtes Lustu Cru de l'autre. Donc voilà, ils ont travaillé avec l'enseigne spécialisée Day by Day pour vendre leurs produits en vrac. Dans le cas de Michel et Augustin, je sais qu'ils ont retravaillé un petit peu leurs recettes pour que les produits soient adaptés en fait à la vente en vrac et que les qualités organoleptiques du produit ne se dégradent pas. Donc, ils l'ont pas fait pour tous leurs produits, mais ils l'ont fait pour notamment des références salées. Et donc voilà, l'avantage c'est que l'enseigne Day by Day, c'est un magasin spécialisé vrac, ils connaissent très bien leurs produits, c'est des experts de leur domaine, donc en fait, grosso modo, la marque peut avoir confiance dans le distributeur sur le fait que le produit va être bien vendu et bien présenté par le vendeur. Ça fait partie des choses qui sont très intéressantes dans le cadre des commerces spécialisés vrac, puisqu'en fait, la marque peut exister à travers le vendeur qui connaît très bien le produit, vs l'emballage dans un point de vente beaucoup plus important en termes de surface. Voilà, ça c'est une nouvelle innovation qui vient d'arriver, ça s'appelle Cisalp, c'est un distributeur connecté qui permet en fait de choisir l'exacte quantité et du coup là ils ont fait un partenariat avec Alpina Savoie pour leur premier test, donc ça a été vendu dans les alentours de Grenoble et donc là ça permet une belle visibilité de marque aussi parce qu'il y a tout le meuble qui permet d'afficher les différents produits, le consommateur il a accès à un écran, il peut faire plusieurs mix, donc voilà c'est aussi des choses intéressantes qui émergent. Moi là l'idée c'est vraiment de vous présenter un peu un panel de solutions, après je ne peux pas dire moi encore quelle est la meilleure, l'épreuve du temps, le
le dira. Toujours est-il que voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi ces solutions connectées qui commencent à émerger et à permettre aussi une certaine visibilité de la marque. Et les premiers retours étaient assez élogieux dans le sens où la machine, elle fait assez haut de gamme, ça change vraiment du vrac qu'on peut voir habituellement et donc ça donne un peu un effet waouh, comme nous le disait le porteur du projet. Voilà, bon, des marques iconiques, Kellogg's avec son bar à céréales, donc vous voyez un meuble vraiment avec une espèce de référence à la marque, le côté antan, etc., qui se voit de loin et forcément va intriguer le consommateur. Et de l'autre côté, c'était une initiative qui a eu lieu il y a 2 ans, All for Bulk. Ça a été porté par l'ILEC, qui est l'association qui rassemble les marques nationales. Et donc, ils avaient travaillé avec des magasins Franprix pour proposer justement plusieurs rayons de marques iconiques en vrac dans des trémies en carton, en fait, ce qui garantit l'hygiène du produit, puisqu'en fait le trémies, tout est préconditionné dedans, donc en fait la marque elle est sûre que derrière ça va pas être mal transvasé. Pareil, les qualités organoleptiques du produit vont être préservées. Bon, ça a été un pilote, donc pour l'instant il n'y avait pas eu de suite. Les retours étaient assez positifs. Maintenant, comme vous le pouvez voir, en termes de visibilité de la marque, mis à part le petit chapeau au-dessus qui permettait d'avoir le silo en carton, bon, ça reste relativement limité. Donc voilà, ils continuent à essayer des choses, mais pour l'instant ils n'ont pas encore craqué le modèle. Bon, ça c'est du thé, donc vous voyez voilà un meuble assez joli et avec les silos Spicoche de Bulk & Co qui permettent de quand même on reconnaît bien l'image voilà, des jardins de Gaïa. Les produits laitiers en vrac aussi, ça commence de plus en plus à exister. Donc il y a eu la machine à yaourt lait de vache et puis Babybel qu'on retrouve à côté qui avait aussi fait un test. Et pour le coup, voilà, pareil, on retrouve bien l'identité de la marque. Ils ont réussi à remettre le petit icône et c'était intégré vraiment au rayon fromage entre deux fromages préemballés. On a aussi dans le cadre des aides à la pâtisserie. Donc vous voyez là, il y avait c'était Sainte-Lucie qui avait fait un meuble en fait pareil d'aide à la pâtisserie vrac dans le même rayon en fait que le préemballé. Donc ça aussi c'est des choses qui existent beaucoup en ce moment. L'idée c'est de montrer que il y a une alternative au préemballé. Donc en fait on met les deux en même temps, comme ça le consommateur il a le choix, il s'y retrouve et souvent il est dans le rayon où il y a tout le reste. Comme ça permet tiens, je pensais pas qu'il y avait du vrac, mais pourquoi pas essayer, c'est l'occasion. Donc on voit que même pour cette typologie de produits ça commence à émerger. Et un exemple commerce équitable, quand même, il en fallait bien un. Donc voilà, c'est la marque Etikab qui s'est lancée dans le vrac l'année dernière. Et avec, voilà, c'est pareil, c'est les trémies préconditionnés de HL Display. Et ils ont fait un vrai travail pour retrouver un peu les slogans iconiques et puis la petite description du produit, du producteur, comme on retrouve en fait sur le préemballé pour essayer de garder le maximum d'informations. Donc voilà, et ça a été, il y a plusieurs points de vente qui ont été équipés avec une vingtaine de références produits. Donc là, c'est vrai qu'on retrouve quand même bien l'identité de marque. Et je crois savoir qu'ils travaillent aussi avec Mayam. C'est une solution dont je vous parlerai après, qui fait partie aussi des solutions pour garder l'information du consommateur sur le long terme, une fois qu'il rentre à la maison et qu'il s'est servi et qu'il ne se rappelle plus trop qu'est-ce que j'ai mis dans mon bocal. Cosmétique, il y a aussi des choses qui émergent. Donc là, c'est le Petit Marseillais. Vous pouvez voir que voilà, ils ont fait un beau meuble spécial, avec leur marque. Et pareil, avec un mix entre les références habituelles qu'on connaît en préemballé et le meuble vrac. Comme ça, encore une fois, le consommateur, il n'est pas perdu. Il retrouve le packaging habituel qu'il a l'habitude de voir, mais en même temps, il a la possibilité d'acheter en vrac, en refill pour le coup, parce que il y a souvent dans ces cas-là, il n'y a pas de choix de la juste quantité. Voilà. Donc ça permet progressivement de faire rentrer le vrac dans les mœurs. Et là, c'est tout récent, c'est le consortium Pharma Recharge. Donc là, c'est plusieurs laboratoires qui se sont alliés pour proposer un meuble vrac avec, vous voyez, des références de marques de parapharmacie assez iconiques, avec un contenant standardisé. Mais du coup, ils peuvent choisir la marque, le consommateur peut quand même choisir la marque qui lui plaît, retrouver le produit de la marque dont il a l'habitude d'acheter. Donc voilà, il y a une petite notion de standardisation et en même temps, chaque produit garde son identité propre. Donc voilà, c'est aussi une initiative intéressante et ce genre d'alliance permet aussi d'avancer plus vite en fait et de mutualiser les coûts. Voilà, et donc pour finir, 2 initiatives qui peuvent lever certains freins que se posent les marques ou les labels sur le côté perte d'informations, perte de lien avec le consommateur. Donc on a eu 2 solutions un peu numériques de traçabilité et d'amélioration de visibilité des marques qui ont émergé ces 2 dernières années. Donc c'est l'application Pactic et l'application Mayam. Ils sont adhérents chez nous, donc on les connaît très bien. Et donc l'idée en fait, c'est qu'ils fonctionnent avec alors pour Mayam, il y a juste un QR code à scanner
pour Pactic, il y a une application. Et en fait, derrière, le consommateur va pouvoir retrouver toute l'information du produit, l'histoire de la marque, des recettes, enfin voilà, en fait, tout ce qu'on retrouve habituellement sur un packaging. Donc, c'est eux ce qu'ils appellent le packaging digital. C'est des solutions qui sont en train d'émerger, qui pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour avoir une idée sur est-ce que vraiment le consommateur, ça lui change la vie, est-ce que vraiment il utilise tout ça chez lui. Mais en tout cas, c'est une vraie solution. Et pour les marques, de pouvoir raconter quelque chose quelque part, s'il n'y a pas la place en magasin. Et pour le consommateur, d'avoir accès à l'information, ce qui fait partie parfois de ses freins. Et enfin... Ah non, je pensais que j'avais une dernière slide, mais finalement j'avais dû l'enlever au dernier moment. Bon, voilà. Et ben voilà pour moi. J'espère que j'ai respecté le timing. J'ai essayé d'être assez concise, mais voilà, s'il y a des questions, je les prendrai. Merci. Et ben, ça nous permet d'enchaîner sur notre exemple de marque qui a fait le choix du vrac depuis très longtemps. Donc on va échanger avec Lucas Rivanel de la société Pain de Beldon. Donc Pain de Beldon, c'est une entreprise qui est engagée et qui est implantée en Savoie depuis 1991. Vous proposez du pain, des biscuits, des chocolats et de la confiserie. Tout est exclusivement bio chez Pain de Beldon et vous fabriquez dans vos propres ateliers. En 2006, vous êtes les premiers à proposer des produits en vrac, alors que ce n'était pas encore des sujets qui étaient à la mode à l'époque. Donc c'était une sacrée audace. Est-ce que Lucas, tu peux nous en dire plus sur Pain de Beldon et votre façon de vivre le vrac au quotidien? Merci Amandine, tout le monde m'entend bien? Déjà bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci au nom de Pain de Beldon, merci à Commerce Équitable France de nous donner la parole aujourd'hui parce que on est effectivement nous une marque engagée dans le vrac depuis près de 20 ans, comme tu l'as rappelé Amandine, et pour nous c'est très important de faire vivre ce mode de consommation au quotidien. Comme on le dit souvent, c'est plus un engagement qu'un positionnement, c'est quelque chose de très... Voilà, de très significatif d'avoir été engagé depuis 2006, d'abord en biscuiterie et puis quelques années plus tard, à partir des années 2010, en chocolaterie. Juste pour représenter un petit peu Beldon, pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas nos activités. Donc on est effectivement une entreprise qui a 32 ans et on est aujourd'hui un collectif en fait, de boulangers, biscuitiers et chocolatiers. On travaille sur donc des ateliers basés en Savoie et sur la partie production de pain, on est aussi sur des fournils distants donc qui sont situés sur différents endroits du territoire national, à savoir dans le Val-de-Marne, sur la région parisienne, un fournil de production de pain et 2 autres fournils de production sur la région toulousaine et sur la région PACA. Ces fournils distants, ils nous ont permis, à la suite de leur création, de recréer des filières locales. Donc des filières blé, farine, pain, pour venir nourrir en fait, au niveau local, nos clients, donc qui sont historiquement des magasins bio, voilà, sur des chaînes de valeur en ultra local. Donc vous avez une petite image de Bruno, qui est notre PDG et qui est aujourd'hui aussi détenteur de l'entreprise. On est resté un groupe indépendant, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises qui ont notre âge. Donc c'est très important aussi pour nous de le rappeler, de dire qu'on est indépendant dans des contextes de marché en plus difficiles. Voilà, on peut passer à la slide d'après. On a rappelé quelques dates déjà. Il y a une date que j'ai envie aussi de mettre un petit peu en exergue, c'est l'année 2008, puisqu'on adhère et on devient administrateur en fait, du label Biopartenaire, avec lequel on a des échanges réguliers, voire même quotidiens, que ce soit au niveau des achats, au niveau de la RSE, au niveau même du commerce, puisque moi en tant que commercial terrain, je suis aussi amené à avoir des liens avec le label. Et puis plus récemment une labellisation bio-entreprise durable qui vient aussi parachever un peu tout ce qu'on fait depuis 30 ans, quoi. Donc une offre vrac multi-rayon, donc boulangerie, biscuiterie, chocolaterie,
Donc en boulangerie, on va être notamment sur des gammes de pain à la coupe. Donc ça, c'est présent en service assisté dans les magasins bio, voilà, des enseignes. Et puis en biscuiterie et chocolaterie, on va être présent donc, sur le rayon vrac. Ce fameux rayon voilà, qui est au cœur de la stratégie du réseau vrac. Avec aujourd'hui une quarantaine de références au total entre biscuits et chocolat qui sont présentes pareil dans les enseignes bio que vous connaissez et que certains d'entre vous représentent aussi aujourd'hui. Donc c'est des produits que vous avez déjà rencontrés normalement. Et qu'on a pu manger aujourd'hui aussi. Et surtout qu'on a pu manger aujourd'hui puisqu'on a effectivement eu plaisir d'offrir quelques-uns de nos biscuits et de notre chocolat. Donc le label Biopartenaire aujourd'hui, ça représente rapidement, pour donner quelques chiffres, 63% des matières premières qu'on va travailler, aussi bien en boulangerie, en biscuiterie qu'en chocolaterie, confiserie. On a une de nos filières emblématiques, qui est la filière des paysans de Vers de l'Eau, qui vient d'être récompensée tout à l'heure en plénière pour les trophées de la transition que Commerce Équitable France a organisé. Donc ça fait partie effectivement des filières emblématiques là en commerce équitable Nord-Nord. Et puis évidemment en lien avec donc, les autres filières sur la partie sucre, vanille, cacao, des filières aussi historiques que Biopartenaire nous a aidé à monter. Et ça va représenter aujourd'hui 76% donc, du chiffre d'affaires Beldon. Donc voilà, sur nos résultats en 2022, on a 76% des produits vrac qui sont labellisés Biopartenaire. Donc je mets dedans en fait tout ce qui va être biscuits et chocolat. En boulangerie, c'est plus difficile à quantifier puisque comme on travaille sur des fournils distants qui ont chacun leur filière d'approvisionnement, voilà, on n'est pas sur les mêmes sortes de grandeur. Parmi les freins que Chloé a relevé tout à l'heure, nous on en recense aussi, mais forcément avec notre œil de fabricant et de marque. Donc forcément, qui dit pas d'emballage dit un manque de notoriété dans la présentation du produit, mais aussi des manquements qui peuvent arriver sur des aspects de qualité. Alors ça va plutôt être dans l'analyse du cycle de vie du produit en rayon, puisqu'on est plutôt fort pour sortir un très bon produit en sortie d'atelier. Par contre, la question elle va se poser à partir du moment où le produit est arrivé en rayon, puisqu'il est pas moins protégé, moins préservé qu'en format emballé. Comment on va s'assurer qu'il puisse avoir un cycle de vie correct. Et ça c'est en recherche et développement qu'on va le maîtriser, mais on y reviendra juste après. Et puis une position de leader aujourd'hui, puisque comme on l'a rappelé, on défend nous le vrac depuis près de 20 ans. Donc forcément, c'est ce qu'on se disait sur Natexpo il y a quelques semaines de ça, sur un marché qui connaît des difficultés, qui est dans la tempête. C'est forcément le leader qui est impacté. Donc nous sur le rayon vrac en produits sucrés, on est impacté. Pour autant, on verra juste après aussi comment on fait pour essayer d'aller par-delà ces contextes de marché difficiles. Chez les distributeurs, moi j'ai la chance d'être sur le terrain sur la partie commerciale, donc en Ile-de-France. Donc tous les jours en lien avec les magasins qui distribuent nos produits. Il y a 4 freins majeurs qu'on a recensés. C'est les difficultés de mise en œuvre, tu en as parlé Chloé, c'est comment on va réussir à former les équipes, aussi bien vous au niveau national et au niveau de l'ambition du projet du vrac, mais nous en tant que fabricant, comment faire que nos produits soient bien présentés. On a des objectifs de rentabilité qui vont être différents, disparates en fonction des enseignes, en fonction de la manière d'organiser ce rayon, et avec la crainte majeure qui est celle de la perte
et de la casse. Voilà, ça peut aller du produit qui est grignoté directement au rayon, ça arrive, à des problématiques un peu plus importantes. On a une réticence aussi des fois qu'on remarque sur la cohérence de prix avec les rayons emballés. Alors ça va surtout être le cas en grande distribution, mais on a des enjeux de volume aujourd'hui quand on négocie un tarif d'achat et de revente avec la grande distribution. On peut imaginer que puisque le rayon vrac en grande distribution n'est pas forcément celui qui est le plus contributeur au chiffre d'affaires, les gains et les économies d'échelle qui sont réalisés par rapport à des produits emballés sur des unités de besoin équivalentes, si on prend l'image du paquet de riz contre le riz en vrac, on peut se demander s'il n'y a pas des disparités et un manquement de rentabilité et donc de cohérence de prix sur des unités de besoin équivalentes. Et puis enfin, des distributeurs qui vont plus ou moins jouer le jeu en fonction de leur stratégie aussi, et ça c'est propre à chaque enseigne et libre à chaque distributeur de choisir la place qu'on donne à ce rayon. Nous en tout cas, on est content de travailler avec en grande partie des enseignes spécialisées qui ont fait aussi le choix du vrac comme nous, quoi. Donc il y a un vrai échange à ce niveau-là. Et au niveau du, alors pardon, juste pour finir sur cette slide, au niveau du consommateur, donc il y a un besoin d'être guidé dans l'acte d'achat, donc c'est aussi ce qu'on essaie de présenter avec nos solutions qu'on abordera juste après. Et puis un manque de confiance encore envers ce rayon. Tu as rappelé le chiffre du coup on a 31% d'acheteurs de consommateurs vrac contre 50% de personnes qui se disent prêtes à consommer en vrac. Donc comment on va réussir à convertir aussi ces consommateurs qui peuvent être intéressés? C'est un défi. Donc chez Beldon, que faisons-nous pour réussir à contrer tout ça? Ça passe par l'innovation, donc des nouveautés, énormément de nouveautés. Tous les ans, on va sortir des nouveautés sur tous nos rayons. On va essayer de couvrir un maximum d'unités de besoin. Donc tu l'as rappelé aussi, c'est est-ce que je vais être capable de trouver tout ce dont j'ai besoin en magasin vrac ou en rayon vrac. La qualité, donc la R&D j'en ai déjà parlé, et puis sur l'accompagnement des magasins, sur les litiges, donc de casse notamment. Le positionnement, donc nous on travaille sur des gammes de biscuits et de chocolat qui vont aller du petit prix à la gamme premium. Et puis on travaille aussi à la cohérence de l'offre, donc directement en lien avec les acheteurs des enseignes. Et enfin, sur la promotion, ce sera l'objet de ma dernière slide, on va avoir le développement de publicité sur le demande, donc de PLV, qui vont permettre en fait aux produits de mieux ressortir, puisque c'est vrai que c'est un rayon qui, tu l'as rappelé Chloé, difficile à faire vivre au quotidien. Donc comment on peut faire pour que nos produits sortent un peu du lot. Je vais vous proposer quelques exemples du coup en slide suivante. Alors nous, chez Beldon, on a fait le choix de développer des petites cartonnettes, voilà, qui viennent s'apposer tout simplement sur les bacs qui sont dédiés aux produits. Mais également, on le voit sur l'image qui est en bas, on va avoir des cartonnettes qui vont pouvoir être mises pour valoriser les pains. Donc, c'est pas forcément très visible, je m'en rends compte, mais on va avoir par exemple là sur notre dernière nouveauté qui est un pain abricot noisette, un petit encart qui va être mis en présentation pour essayer de le faire ressortir du rayon du service assisté là sur un magasin. Pareil dans le même objectif, on va avoir un rayon vrac où j'ai pris une photo un petit peu en largeur. On voit que sur 3 bacs avec des produits à marque Beldon dedans, on a une photo, une mise en avant du produit. Voilà. Merci Lucas pour cette mise en contexte et ces différents exemples. Je vous propose de passer à la deuxième partie qui était, on en a échangé ensemble quand on a préparé l'atelier. L'idée c'est de pouvoir faire émerger des propositions pour faire avancer sur ce sujet de
la mise en valeur des démarches de commerce équitable dans les rayons vrac. Est-ce que Chloé, tu veux nous partager ta proposition là-dessus ? Bon, bah, nous, donc avec l'association, on essaye de mener beaucoup d'actions de lobbying, notamment. Ça fait partie de nos gros enjeux pour essayer de développer la filière. Et donc, bon, là, il y a beaucoup de choses sur inciter les fournisseurs à faire plus, améliorer la rentabilité du modèle, mais je pense que par rapport à ce dont on discutait aujourd'hui, nous, parmi les choses qui nous tiennent assez à cœur, on organise tous les ans le mois du vrac et du réemploi, donc il y a une campagne au mois de mars pendant un mois pour essayer de sensibiliser le grand public à l'achat en vrac. Et voilà, bon, bah, nous, là, on aimerait que ce genre de campagne puisse être financée en fait par un pouvoir public, parce que finalement, c'est vraiment un enjeu national, en fait, la réduction des déchets d'emballage. Et il y a un enjeu énorme de sensibilisation du consommateur, surtout depuis la crise Covid, où les habitudes ont été tellement bouleversées. Voilà, le pain de Beldon l'a vécu, nous on le voit, les acteurs économiques ont été fortement impactés, et il y a vraiment un intérêt fort à essayer de sensibiliser le consommateur. Mais pour ça, voilà, une association toute seule, malheureusement, n'a pas de grands moyens de faire des grandes campagnes avec un message qui puisse vraiment rayonner au niveau national. Donc nous, ça serait la proposition qu'on aurait parmi un millier d'autres, mais bon, peut-être celle que j'ai envie de partager aujourd'hui par rapport aux enjeux qu'on défend, pour pouvoir faire en sorte que n'importe quel acteur puisse se dire ok, il y a une place sur le marché, parce que les consommateurs derrière sont là, ils vont être sensibilisés, ils ont enfin compris les enjeux de ce mode de consommation, et ils vont avoir envie d'être vertueux sur toute la ligne, aussi bien ceux qui ont envie d'acheter des produits commerce équitable parce qu'ils sont sensibilisés ou pas à la démarche, mais en tout cas pourraient l'être, que ceux qui veulent du bio, que ceux qui veulent des marques nationales, mais tous ensemble pour cette espèce de combat pour la réduction de l'usage unique qui ne marchera pas si tous les acteurs ne s'y mettent pas ensemble, et qu'on propose et l'offre et en parallèle on sensibilise. Merci. Lucas, je crois que toi tu avais une proposition plutôt tournée justement, après une proposition plutôt pour les pouvoirs publics, pour les entreprises et les... Oui, alors ça rejoint la réflexion sur les distributeurs. En fait, on constate, donc, comme je l'ai un peu dit dans ma présentation, des disparités entre des magasins qui vont être des véritables spécialistes. Donc ça peut être des boutiques indépendantes que le réseau VRAC a soutenu notamment depuis leur création, et continue à soutenir, oui, effectivement. Et puis des enseignes qui vont mettre l'accent plus ou moins sur ce rayon VRAC. Alors chez les Pain de Beldon, on a moins l'expérience de la grande distribution, on connaît mieux la distribution spécialisée bio, puisque c'est 95% de nos résultats sont faits avec la distribution spécialisée. Mais ce serait en fait d'imaginer une méthode un petit peu dans l'esprit d'un guide des bonnes pratiques, et qui servirait du coup un petit peu à toutes les marques. Comment faire pour que chaque distributeur puisse être un petit peu au même niveau, au moins qu'il y ait un dénominateur commun à tous les rayons vrac, avec des bonnes pratiques, des leviers de formation, des choses comme ça qui permettent à chacun de... Et je sais que c'est un challenge du réseau vrac au quotidien, donc je pense qu'il faut, en fait c'est aussi pour dire qu'il faut peut-être qu'on travaille plus ensemble, de manière plus connectée entre marques et avec le réseau. Voilà. Si je peux rebondir ou pas? Bien sûr. Si je peux rebondir, effectivement, c'est tout à fait les missions que notre association essaye de mettre en place, en fait, pour justement que chacun soit au même niveau et le même degré d'information, et en fait qu'il y ait une standardisation des pratiques finalement des distributeurs. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas adhérent chez nous, et tout le monde même chez nous ne se forme pas. Donc c'est vraiment, nous ça fait vraiment partie de nos chevals de bataille. Les distributeurs ont un vrai besoin de formation et d'y aller. Le problème, c'est que ces structures-là, elles n'ont pas forcément les moyens humains, où il y a beaucoup de turnover. C'est ça qui est assez complexe à mettre en place. Mais le message est entendu en tout cas. Et puis il peut être porté au-delà du réseau VRAC, notamment auprès des acteurs de commerce équitable aussi, pour porter le message plus loin que le réseau VRAC aussi. Merci à tous les deux. Oui, c'est ça. Je crois qu'on arrive au bout des différentes propositions. Est-ce que dans la salle, vous souhaitiez intervenir, monsieur ? Est-ce que le VRAC est plus développé dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a un lien entre
Alors non, en fait, c'est assez intéressant cette question. La France, c'est le pays le plus avancé en fait en matière de vrac, pour différentes raisons. Parce que le commerce de bouche est quelque chose de quand même assez fort en France et ça s'apparente à des pratiques de vrac avec, enfin c'est même du vrac avec tout ce qui est à la coupe, etc. Donc on pense aussi que c'est pour ça que le vrac s'est assez bien réimplanté en France depuis 2013-2014 quand ça a commencé à se redévelopper. Et puis le fait qu'il y ait une association nationale comme la nôtre, ça a aidé énormément à structurer le marché. Nous, on commence à avoir un petit peu des équivalents à l'international, mais c'est tout récent. Enfin, en tout cas, elles sont plus récentes que nous et forcément, du coup, ces marchés-là, ils sont moins développés. Donc le vrac, en tout cas, nous, de ce qu'on peut en analyser et en voir, la France, c'est le pays le plus développé. En revanche, sur les pratiques de réemploi, pas forcément. Parce qu'il existe en Belgique, en Allemagne, déjà des choses avec des dispositifs de consigne assez importants, mais pour autant, le vrac est moins développé dans ces pays-là, alors que le réemploi l'est. Donc, c'est pas forcément lié à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une espèce d'association européenne. Oui. Alors, nous, on travaille, ça fait partie de nos axes de travail. Là, en fait, il y a une association qui s'appelle New Era qui s'est constituée à l'échelle européenne. Donc, c'est des membres, en fait. Alors, eux, ils sont plus sur le réemploi à la base, mais nous, on est dedans. On était dedans en tant que réseau vrac et maintenant en tant que réseau vrac et réemploi. Et l'idée, c'est de justement mener des actions de lobbying à l'échelle européenne pour permettre de développer davantage la législation en faveur du réemploi et du vrac forcément, parce que le vrac c'est une des deux jambes du réemploi. En fait, souvent il y a vrac et consigne, avec le réemploi consommateur et le réemploi industriel. Et donc oui, on essaye de faire beaucoup de choses à l'échelle européenne, mais bon, c'est pas facile, parce qu'en plus il y a toujours il faut pas faire entrave à la concurrence, etc. entre les pays. Donc voilà, il y a forcément les actions de lobbying sont pas forcément évidentes dans ce cadre-là, mais ça fait partie de nos axes de travail, évidemment. Des données qui permettent de mesurer le niveau de gaspillage entre du vrac et du conditionné. Alors, ce n'était pas des marchés comparables, mais ça contribue justement à réduire le gaspillage alimentaire. Alors, il n'y a pas d'étude, à ma connaissance, qui a vraiment étudié cette question-là spécifique du gaspillage. Maintenant, il y a une étude de l'ADEME, enfin une ACV de l'ADEME sur le vrac qui avait été faite, qui est sortie fin 2021. Mais bon, du coup, c'est vraiment une ACV globale qui compare les pratiques de vrac avec le préemballé. Et en fait, il s'avère que parfois, dans certains systèmes étudiés, ce qui dégradait l'ACV du vrac, c'était justement le gaspillage. Mais encore une fois, c'est quand les pratiques en fait étaient mauvaises, avec notamment une mauvaise formation, un équipement trop petit vs le volume des sacs vrac versés dedans. Et donc dans ces cas-là, s'il y a du gaspillage, ça pouvait dégrader la CV du vrac. Donc en fait, on sait qu'il y en a et que le vrac a des améliorations à effectuer là-dessus, qui sont liées encore une fois à bonne formation du personnel, amélioration des équipements de vente, etc., etc. Sensibilisation du consommateur aussi pour qu'il ne laisse pas traîner son sac si c'est trop servi, par exemple. Ça peut arriver également. Mais après, il n'y a pas encore d'études qui ont été faites sur est-ce que finalement on jette moins une fois qu'on est à la maison et qu'on a acheté vrac, vs si on a acheté tout un paquet de préemballés et que finalement c'est trop. Et ça fait partie de nous des choses qu'on aimerait bien aussi étudier avec l'association, puisque a priori ça serait plutôt le cas, mais il n'y a pas encore vraiment de chiffres qui sont sortis à ce niveau-là. Oui, allez-y. En général, elles essayent, dans le cadre de tests, de toute façon, de faire un effort prix parce que c'est attendu par le consommateur et qu'il y a un vrai risque si, en tout cas, le prix soit plus élevé, c'est sûr qu'ils n'ont pas et équivalent. En tout cas, c'est pas très incitatif. Je sais que la Carrefour, là, ils ont tout un espèce de magasin pilote à Montesson avec plein de produits en vrac et normalement, ils essaient de faire un petit effort prix pour le vrac pour que ça soit incitatif. Et un exemple récent, alors bon, c'est sur un produit un peu particulier, c'est la parfumerie. J'ai failli le mettre dans les exemples. Après, je me suis dit que ça ferait trop, mais il y a eu un meuble vrac de plusieurs marques de parfums où en fait ils proposent de la recharge et la recharge est je crois 30% moins cher qu'en achetant le flacon, mais bon, c'est un produit très particulier aussi, la parfumerie, avec un peu une notion de luxe derrière, mais en tout cas là il y a une vraie incitation au prix typiquement en faisant de la recharge plutôt que de racheter le flacon neuf.
Et Lucas, dans votre cas, tu parlais aussi du fait que vous avez une offre qui est très diversifiée avec des produits à la fois premier prix et puis premium aussi, pour être comparable au rayon emballé peut-être. Ouais, le but c'est vraiment d'être sur toutes les offres prix, parce que on est aussi persuadé que le rayon vrac il doit être accessible, et attirer en fait en même temps. Donc du petit prix jusqu'au premium, ça permet d'avoir un petit peu toutes les catégories de consommateurs et tous les pouvoirs d'achat aussi qu'on va inviter sur ce rayon, plutôt que d'avoir une image de rayon un petit peu exclusif, ou en tout cas pas très... Ouais. Et ben voilà, merci beaucoup.